Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Damien Canivez est là pour m'accompagner. Toujours. Propre comme un sous-neuf, un beau t-shirt blanc qui brille. Le sous-neuf, oui. Et notre invité du jour, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un spécialiste du foot, des médias, des relations presse, de la communication de crise, consultant et chroniqueur sur RTL en 2021. Il exerce désormais ses talents sur Sud Radio pendant la Coupe du Monde. Et si vous vous branchez sur Netflix, vous pourrez également le découvrir entre deux épisodes de Squid Game et Stranger Things. Salut François Manardo. Salut François. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Excusez-moi, c'est la réunion d'amicale des chauves aujourd'hui ou pas? Vous m'autorisez? Oui, Damien, on vous autorise, mais vraiment de loin. Ne soyez pas. C'est un excès de testostérone, vous devriez essayer, Damien. C'est pas mal la testostérone. Il n'y a pas de végétation, il paraît. Ne soyez pas concupiscent, Damien, parce que là, les golfs qui commencent à arriver, on en reparle dans 2-3 ans. Vous êtes expert en communication, en stratégie de crise, vous travaillez dans le milieu du foot depuis plus de 30 ans, vous avez été l'attaché de presse de l'équipe de France, même pendant la Coupe du Monde 2010, on va en reparler, et vous êtes l'un des tontons du mondial sur Sud Radio pendant la Coupe du Monde 2026. C'est le nom de l'émission quotidienne, hein. C'est pas évidemment un surnom de 20h à 21h. Pourquoi vous avez dit oui à Sud Radio, François? C'est vraiment cool de débattre comme ça pendant la Coupe du Monde dans le foot, avec les tontons du foot. On voit ici les tontons du mondial, hein, absolument. Ouais, c'est une très belle équipe. Il y a une tata qui est Virginie Guilin. Et c'est vrai qu'il y a la tata, j'ai oublié. Oui, absolument. C'est Maxime Liedo et Joseph Ruiz qui m'ont contacté. Qui vous ont appelé, ouais. Et c'était très chouette de les rejoindre parce qu'ils ont réussi à mettre une bande de personnes qui ne se connaissaient pas, donc il n'y a pas d'atome crochu a priori. Et je ne connaissais pas grand monde, même Éric Blanc ou Nabil Djelli qui sont... Je les connaissais par médias interposés, on n'avait pas pu se croiser. C'est toujours un défi quand même quand on met des personnes comme ça qui n'ont pas cet ADN en commun. On ne sait pas trop comment la mayonnaise va prendre ou pas. Absolument. Il se trouve, et chiffre à l'appui, puisqu'on est à plus d'1 million d'interactions sur les réseaux sociaux, que ça commence à être un très beau succès pour une radio qui est a priori plutôt orientée rugby. Oui, c'est un peu plus, c'est vrai. Et donc là, sur l'opportunité de la Coupe du Monde, on a bien pris la vague, les tontons. Et alors c'est vrai que les tontons du mondial, c'est du débat, c'est de la passion, c'est de la mauvaise foi aussi, hein, parfois, il faut bien le dire. Est-ce que vous vous considérez comme une grande gueule du foot, François Manardo? Non. Non. Non, moi j'ai... J'ai écouté un peu, c'est bien, hein, c'est passionné, ça débat. C'est passionné, mais on essaie quand même de rester le plus factuel possible. Moi, je pense que modestement, j'apporte un peu le pas de côté par rapport à mon expérience pour avoir vécu beaucoup de choses. Pas que l'équipe de France, j'ai aussi la chance de travailler pour la campagne de Michel Platini quand il s'était présenté à la présidence de l'UEFA. Bien sûr. Je bosse avec l'UEFA, j'ai bossé avec la FIFA, donc j'apporte un peu les dessous, les coulisses exactement. Du sport. Et tout ça a été possible aussi grâce à Cyril Dubreuil avec Impulse, qui a cru au projet de faire une émission spéciale pour la Coupe du Monde et qui accompagne des sportifs par ailleurs. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va parler évidemment de cette Coupe du Monde de Sud Radio, de toute votre expérience dans le foot et notamment avec les Bleus. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. On va rester dans le thème de la Coupe du Monde et on va démarrer par cette scène surréaliste qui s'est passée là pendant la Coupe du Monde. Oui, alors en marge des rencontres qui font vibrer des millions de supporters, les entraîneurs, les joueurs s'expriment face aux journalistes lors de conférences de presse. Je crois que je ne vous apprends rien, François Manardo. Et il y a à peu près une semaine, juste après la défaite de la République démocratique du Congo face à l'Angleterre en 16e de finale, le coach de l'équipe africaine, Sébastien Desabre, a répondu aux questions des envoyés spéciaux qui se trouvaient sur place, rassemblés dans la salle de conférence de presse. Sauf que les échanges, vous allez le voir, ne se sont pas passés comme prévu. Regardez. Il n'y a plus de questions. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père. Donc, mes sincères condoléances. Merci. Okay. Thank you very much for joining us today. Voilà, alors la question qui se pose est la suivante. Est-ce que ce coach a appris le décès de son père face aux journalistes lors de cette conférence de presse, ou bien est-il simplement surpris que le chef de presse lui donne l'information de façon publique face à des journalistes? Il semblerait que ce soit la deuxième option, à vrai dire. Selon un journaliste congolais qui cite une source officielle, le sélectionneur des Léopards a en effet appris le décès de son père juste avant la rencontre, mais il a quand même tenu à assurer le match et ensuite se présenter devant les journalistes. C'est ubuesque. Comment vous avez découvert cette séquence? Parce que, après tout ce qu'il fait à côté, c'était aussi
votre job. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Didier Deschamps. Raphaël Raymond, qui est l'attaché presse de l'équipe France, est à côté de lui. Ouais, ancien journaliste de l'équipe, absolument, qui a couvert Magna et qui a révélé le scandale avec Damien Degord et qui, vous voyez, comme le monde du football est particulier, il est passé de l'autre côté. Vous l'auriez pas fait en tant qu'attaché de presse de l'équipe, j'imagine. Non, moi, ça, j'ai fait des conneries, mais pas celle-là. Mais c'est lunaire qu'un chargé de presse annonce comme ça que si l'entraîneur veut pas le dire. Qu'est-ce que je vous dis, ça reste un métier et il faut en avoir un petit peu les ressorts les plus... connaître les ressorts les plus élémentaires, quoi. Annoncer le décès d'un parent, d'un joueur, ou là en l'occurrence du papa du coach de sabre, sectionneur du Congo. Je veux dire, là on est dans un autre monde. Un autre monde. Surtout s'il ne voulait pas, lui, que ce soit public. Complètement. Il doit communiquer avec son coach avant. Est-ce qu'on dit quelque chose? Oui, non. Et évidemment, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer, ça relève du privé, c'est une affaire personnelle. C'est au coach de dire, tu laisses ça de côté, ou bien... Bon, écoute, un message, je veux bien. Et vous, en tant que chef de presse des Bleus, est-ce que vous avez vécu des moments totalement inattendus? Alors évidemment, on va parler de Naïsna dans un instant, parce que ça, c'était une compilation de moments inattendus. Il y a eu du temps. Mais hors Naïsna, est-ce qu'il y a vraiment des moments complètement ubuesques aussi? Dans des conférences, des choses comme ça, des questions. C'est avec Domenech, c'était du sport avec les journalistes. Hein. Les conférences de presse de Domenech étaient incroyables, souvent. Ouais, mais pas dans le... Ah non, pas dans le bon sens, bien sûr. Pas dans le bon sens, et on m'a beaucoup chargé par rapport à certains éléments de langage, l'odeur du sang, par exemple, en 2008. Des moments... Je le rappelle, il dit aux journalistes, vous aimez l'odeur du sang. Hein. Oui, vous aimez l'odeur du sang parce qu'il a la tête sur le bio avant un match de qualification, et ça, pour lui, c'est quelque chose qui le stimulait au plus haut point. C'est-à-dire que dans l'adversité très forte, c'est vrai, à son égard, et à celle de l'équipe de France, il pouvait trouver une stimulation que peu de personnes vont il aimait chercher. Ça, vraiment. Il aimait ça, et c'était très compliqué à gérer, parce qu'en fait, vous êtes dans une vibration, une communication qui est négative, et au bout d'un moment, ça dessert non seulement son image, sa parole, mais ça, par effet domino, ça va desservir l'équipe de France, la fédération. Et vous n'avez pas du tout la main dessus, c'est-à-dire que là, vous êtes totalement... Je suis censé avoir la main dessus, mais moi, j'étais un peu le perdreau de l'année à cette époque-là. Et c'est pas une excuse, hein, c'est une explication. Il y avait certaines choses sur lesquelles je pouvais le conseiller, sur lesquels il pouvait m'écouter. Après, j'allais pas sur des éléments de langage tels que celui que je viens de citer, l'odeur du sang, les règles d'exception, parce qu'il enchaîne par rapport au fait qu'il ait la tête sur le bio, que la guillotine peut tomber à ce moment-là pour lui. Non, après, vous pouvez pas être à ce point dans le détail, tu vas dire ça à ce moment-là. Les gens se font une idée qui est souvent fausse de comment on peut conseiller. On peut donner des grandes lignes. De communication, oui, bien sûr. Domenech n'est pas un mauvais... comment dire, non pas, c'est un mauvais communicant, mais c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a une parole structurée. Après, c'est ce qu'il en fait. C'est pas Jacques Santini ou Laurent Blanc qui sont un peu différents de lui là-dessus. Il sait parler. Non, mais bien sûr, mais qui avait plus de mal dans Jacques la communication. Santini, c'était boxé dans une autre catégorie. Voilà, on est d'accord. Alors, on continue ces infos aux médias. Vous allez voir, François, on reste un peu dans le thème de Raymond Domenech. On va parler de la saison des traîtres sur M6. Ça vous appartient aussi, Nicolas. Bien sûr, aucun problème de dire que Raymond Domenech a trahi son pays, il n'y a pas de problème. Alors que la 6e saison vient tout juste de se terminer, M6 a profité de la mi-temps entre le Paraguay et la France pour diffuser la bande-annonce de la 7e édition, qui est cette émission très addictive. Ah oui, les traîtres, ça cartonne. Très simple, vous avez 12 candidats qui cohabitent dans un château, il y a des loyaux d'un côté et des traîtres de l'autre, et l'idée, c'est de démasquer les imposteurs. Le casting est assez alléchant, il y aura des sportifs professionnels qui ont accepté de participer à ce jeu animé par Eric Antoine. On peut citer notamment l'ancien nageur Frédéric Bousquet, l'ancien tennisman aussi Benoît Paire, très fort en gueule. Benoît Paire, ça peut être pas mal. Ça va être pas mal. Il y aura les comédiens également, François Berléand et Annie Dupérel, pareil, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et on aura également le chanteur Kinvey. Ça va être assez explosif. C'est le jeu des loups-garous. Oui, c'est ça, oui. J'ai joué. Qui s'appelle Les Traîtres. Faites-le. Si, on adore, nous. Vous pourriez participer à l'émission Les Traîtres, vous seriez un bon traître ou un loyal ou un loup-garou ou un villageois. Moi, je serais, que ce soit un bon traître ou un bon loyal, je m'amuserais comme un fou. C'est un jeu auquel j'ai joué depuis pas mal d'années. Il faut vraiment être entouré de gens quand même
pas des inconnus. Il faut un peu que ce soit des personnes, plutôt le cercle familial, parce que ça peut parfois se terminer pas mal, mais il peut y avoir quelques tensions à la fin du jeu, en fonction du résultat. Vous connaissez très bien le monde du journalisme, parce que vous avez été journaliste aussi au début de votre carrière, vous connaissez très bien le monde du sport. Est-ce qu'il y a plus de traîtres dans les médias ou dans le sport? Ça se vaut, c'est ça, c'est ce que vous allez dire. Non, dans le monde du sport, ouais. Dans le monde du sport, il y a une déontologie quand même dans le travail des médias. Moi, j'ai peut-être encore la naïveté d'y croire. Oui, en revanche, dans le monde du sport professionnel, sans aller jusqu'à les qualifier tout ou partie pour certains de traîtres, mais les coups bas, on y est un peu plus habitué. Le monde des médias peut être terriblement dur, hostile, agressif parfois, mais c'est le jeu. Ouais. En interne, en revanche, c'est là que ça peut être très surprenant parfois. Ouais. Damien, on termine. Le chiffre du jour, 17 millions. Qu'est-ce que c'est que 17 millions? C'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le quart de finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Angleterre. C'était le 10 décembre 2022, c'était au Qatar. Ah, le quart de finale au Qatar, exactement. Magnifique 2-1 victoire. Ah oui, avec un but de Giroud. La meilleure audience de TF1, c'est un record d'audience depuis pour 2018. Un quart de finale, voilà. Alors on verra si ce soir M6 explose ou pas les chiffres. Ouais, ce record. C'est quoi votre pronostic pour ce soir, France-Maroc? Une qualification de l'équipe de France, vous voulez un score? Ouais, allez-y. Moi, je pense qu'un 3-1 pour l'équipe de France, voilà. Ouais, je suis très mauvais en prono. 3-1 dans le temps réglementaire. C'est assez percutant aussi, on a vu. Non, c'est une équipe sera plus ouvert que le Paraguay. Par rapport à l'équipe carcérale du Paraguay, non, ce soir on a une équipe de foot, une belle équipe de foot en face de nous. Ouais. C'est fini Damien pour les news, il y en aura d'autres évidemment demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec François Manardo. Les tontons du mondial, c'est le titre de l'émission quotidienne sur Sud Radio, entre 20h et 21h, à laquelle vous participez avec Joseph Ruiz, Emmanuel Galasso, Jules Bousquerini, Nabil Djellit, Éric Blanc. Il y a beaucoup de consultants, évidemment. Alors, les tontons, vous nous avez un petit peu parlé de ce que vous y faisiez, François. Les tontons, c'est pourquoi? C'était quoi le titre? C'est parce que vous êtes vieux, que vous radotez un peu ou c'est simplement pour la provoque? Non, je pense que non seulement on est vieux, on radote, on va bientôt avoir des coups. Je me moque, évidemment, mais vous avez compris. Et Éric Blanc, il vient avec ses Pampers. Ce qui ne m'étonne pas du tout d'Éric Blanc. Je l'embrasse. Les tontons qui s'inspirent évidemment du film de Georges Lautner. Les tontons flingueurs, bien sûr. Les tontons flingueurs, voilà. Je pense que c'est venu tout seul et ça nous a pris comme une envie de se gratter. C'est génial, et puis on le retient tout de suite, quoi. Complètement, de commencer sur la promo, de balancer évidemment des phrases cultes telles qu'elles avaient été ciselées par Audiard. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, évidemment. Et Éric Blanc le connaît par cœur, je crois qu'il connaît tous les Audiard par cœur. Moi j'en connais pas mal. Vous êtes pas mal aussi. On s'est bien amusé dans la promo de l'émission et puis c'est resté, franchement. On ne l'a pas préparé de trop, on ne l'a pas fabriqué de trop, et c'est venu très naturellement, ce qui est plutôt bon signe. Et dans cette émission, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément sur l'analyse tactique, genre le 4-4-2, etc. Vous êtes plutôt sur des sujets de fond, par exemple. Est-ce que Mbappé fait taire les critiques? Est-ce que certains pays sont avantagés aussi dans ce mondial? Vous pensez que c'est le cas ou pas? La Coupe du Monde est-elle corrompue? C'était le thème de mardi. Non, du tout. Non seulement je ne le pense pas, mais je sais qu'aucune équipe est avantagée, sauf une qu'on a vu sortir. Les États-Unis, qui ont perdu. Ils ont été avantagés parce que l'intervention du président de ce pays et avec l'aval de l'instance qui est censée protéger un principe simple qui est celui de l'équité pour les 48 équipes engagées dans le tournoi final. Mais beaucoup de supporters estiment que l'Argentine est très protégée aussi par la FIFA, qui sont très avantagés aussi dans les matchs. Vous en pensez quoi? Après, moi, les lubies que je respecte, des supporters, j'ai pas d'autres commentaires à faire qu'en Amérique du Sud ou en Argentine principalement. En Argentine, on va estimer qu'elle n'est pas suffisamment protégée parce que Messi prend des coups à chaque match. Et puis en Europe, en France, plus particulièrement, on va trouver que ils sont un petit peu protégés, peut-être. C'est le jeu. Alors là, je vais m'adresser à l'expert en communication. François, c'est vrai que l'intervention de la Maison-Blanche auprès de la FIFA pour faire annuler le carton rouge de Balogun dans ce match, qui n'aura pas porté ses fruits puisque les États-Unis ont été éliminés, mais c'est vrai qu'en termes de communication, on a vraiment l'impression que la FIFA ne fait même plus l'effort de masquer des magouilles comme ça, des mensonges, des choses. Ça paraît complètement faux. Alors c'est sûr que la com de Trump ne doit pas aider non plus à de la sérénité pour la FIFA.
Vous allez passer les vacances aux États-Unis bientôt, sinon vous pouvez commencer à les annuler. Pas spécialement, mais je vous pose la question. Sur la partie de la FIFA, qui est la partie la plus stupéfiante, la plus sidérante, c'est le mot, c'est que je m'est avis que la communication du président, elle est un petit peu peut-être dissociée par rapport à ce fait, hein, qui est un scandale majeur, par rapport à la communication de la FIFA en général. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fait du prince que de suspendre, parce qu'elle n'est pas complètement annulée, mais de suspendre la suspension, le carton rouge qui, on le rappelle, normalement entraîne automatiquement le match suivant suspendu. Automatiquement. Il n'y a même pas de... Et c'est la règle. La commission de discipline s'est reposée sur un article de la FIFA qui, quand on le lit, qui est très simple, hein, on n'a pas besoin d'avoir fait du droit, en fait, explique que, quelle que soit la décision qui puisse être prise d'un point de vue disciplinaire, eh bien la FIFA, de son bon vouloir, peut l'annuler. Une grâce présidentielle, quoi, un petit peu. Exactement, non, c'est pas un petit peu, c'est exactement ça. C'est une grâce présidentielle qui se fait un peu au doigt mouillé. Enfin, au doigt mouillé, ou alors un index de la Maison Blanche. Un peu orienté, voilà. Avec le Paraguay, c'était pas le doigt, c'était les coups de poing qu'on a vu. Vous avez pensé quoi, vous, du match, ce 8e de finale? Moi j'ai pensé que le Paraguay avait joué plutôt au football contre les États-Unis au premier match et ils s'étaient pris une rouste. Après, ils ont compris qu'il fallait fermer. Ils ont bien fermé. En revanche, ils n'ont pas fermé contre la France. Non. Je trouve que ces histoires de le style paraguayen, ce qu'ils appellent la Garani, le fait de jouer dur, là, on n'était pas du tout dans une équipe qui jouait dur. On est une équipe qui a joué de manière dangereuse. Avec un arbitre, je vous devance peut-être. Vous l'avez compris, l'arbitrage, complètement perdu les pédales. On est d'accord que personne n'a compris. Absolument pas au niveau. Alors, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Il n'était pas au niveau. Il n'y a pas non plus de... Il n'a pas agi sur ordre. Il était juste incompétent. Il était juste incompétent. Des fois, il faut expliquer les choses simplement. Hein. Vous êtes un idiot et plutôt qu'un comploteur. Mais ça, c'était son premier match important dans un mondial. On le met dans une rencontre qui finalement est quand même assez explosive. Donc c'est aussi incompréhensible. Damien, vous allez faire une Thierry Roland à la Coupe du Monde 86 qui avait dit un arbitre tunisien pour ce match, c'est pas possible. Mais non, mais pardon, mais c'est vrai. C'est quand même pas logique de mettre un débutant dans un match aussi explosif. Je profite que vous m'ayez invité pour expliquer très rapidement. Les arbitres à la Coupe du Monde de foot ne sont pas les meilleurs arbitres au monde. Non. Contrairement à un Parce qu'ils doivent représenter plusieurs pays. C'est exactement ça, ils doivent représenter les confédérations, les 6, donc c'est normal que vous ayez des arbitres océaniens, asiatiques, africains, sauf quand il est somalien et qu'il se fait expulser. Et donc un Ouzbek qu'on a mis à ce niveau-là et qui n'y reviendra plus. Bien sûr. Alors un petit mot quand même sur l'équipe de France, assez incroyable. On a l'impression qu'il y a cette osmose dingue entre eux. Ils jouent bien, c'est un beau jeu, c'est magnifique. Deschamps a réussi à créer une vraie complicité. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans cette équipe? On sait, faire cohabiter des stars comme Mbappé, Dembélé, Olysée, c'est tout sauf simple pour un coach. Alors moi, ce qui me plaît le plus par rapport à mon expérience, c'est peut-être quelque chose qui n'intéresse pas les passionnés au premier chef et qui est quelque chose un petit peu à côté. Ça nous intéresse justement, c'est le management. Oui, c'est ça. C'est le management de Didier Deschamps. Je sais que, je le comprends, les passionnés de foot, c'est du tableau noir, c'est quel système, quelle animation. Quel joueur, Moi, ça m'intéresse un peu, mais je sais que 80%, je dis bien 80% d'une réussite, ça repose sur le management. Et celui de Deschamps, la gestion de son groupe pendant la... C'est celui du meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Bon courage à son successeur pour faire aussi bien, pas mieux, aussi bien. Mais c'est vrai que l'équipe de France a un tel niveau qu'aujourd'hui, si elle n'est pas championne du monde, on sera forcément déçu. C'est-à-dire que ce sera même plus une surprise de se dire « Ah super, elle est deuxième », là, elle est obligée de gagner finalement. Sinon, ce sera un crève-cœur pour toute la nation. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Elle est obligée pour les passionnés et ce serait un crève-cœur exactement. Après, le sélectionneur et les joueurs savent qu'ils ont cette pression et cette obligation en quelque sorte. Mais qu'en face, vous n'avez pas des sparring. Bien sûr. L'équipe dangereuse, on en a parlé, ça c'est évacué. Il faut souligner la maîtrise des nerfs, la maîtrise presque stratégique de ne pas tomber dans le piège paraguayen. Ça vous a étonné, ça, franchement? La maîtrise d'Mbappé qui se fait pousser en fin de match? Ça m'a stupéfait de voir à quel point nos joueurs étaient préparés,
ont évité tous les pièges. Et vous savez, le plus étonnant, c'est pas simplement qu'ils aient eu ce sang-froid pour éviter les pièges, c'est que lorsque vous avez la naïveté logique de croire que vous allez vous reposer sur celui qui protège les joueurs et le jeu, qui est l'arbitre, et que vous voyez que l'arbitre il est totalement à côté de sa plaque et qui ne protège pas, complet. Vous pouvez à ce moment-là dire non mais c'est pas possible, on est en plus de ça victime d'une injustice validée par celui qui est garant normalement du jeu. Eh bien, malgré ça, ils ont réussi à garder les pieds sur terre, jusqu'au bout. Et ça, c'est fort, ouais. Alors, de toute façon, quel que soit le résultat des Bleus, on espère tous gagner. Il sera de toute façon meilleur qu'à la Coupe du Monde 2010. En Afrique du Sud, le fiasco de Naïsna, l'un des plus retentissants du foot français, évidemment. Netflix en a fait un documentaire 16 ans plus tard, Le Bus, les Bleus en grève. Pour ceux qui n'auraient pas vu à quoi ça ressemble, juste un petit coup d'œil sur la bande-annonce. Ce qui va nous arriver. Ça, c'est ce que vous dites. François Arnaud, vous témoignez évidemment, vous étiez attaché de presse de l'équipe de France à ce moment-là. Alors, pour commencer, moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez hésité quand Netflix vous a contacté et vous a dit, voilà, 15 ans après, on veut faire un film sur Naïsna, sur ce fiasco. Il y a eu une hésitation, vous avez dit oui tout de suite? Non, j'ai fait plus qu'hésiter. Ah, vraiment? Je voulais pas le faire. Ah oui? Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Une fois que Netflix avait signé, je savais qu'on ne pouvait plus faire marche arrière, que je ne pouvais pas faire marche arrière dans le sens où, en revanche... Ils vous payent pour ça, vous, Raymond Domenech, Patrice Evra, ou pas du tout? Alors, non. Les autres, je vous laisse leur poser la question. Moi, je n'ai pas été payé. En revanche, j'ai mis à disposition une archive qui est oui, absolument, on va en parler. Oui. Voilà, et comme n'importe quelle archive pour un documentaire, là j'ai demandé de l'argent, et c'est pas une somme astronomique, mais je n'ai pas conditionné ma participation à la présence du communiqué des joueurs. Donc moi j'y suis allé, je n'ai pas été payé pour parler face caméra. En revanche, le communiqué que j'ai mis à disposition et qu'on voit dans le documentaire, comme n'importe quelle archive pour un documentaire, ça, je l'ai fait payer. Et vous avez pensé quoi du documentaire, d'ailleurs, une fois qu'il a été diffusé sur la plateforme? On rappelle qu'il y a quasiment tous les principaux protagonistes. Donc Raymond Domenech y est, Patrice Evra, on voit William Gallas, on voit Roselyne Bachelot. Il manquait Anelka, quoi. Un petit Jérémy Toulalan. Et Jérémy Toulalan, parce qu'il est un protagoniste important. Ouais, c'est vrai. Et principalement sur l'épisode du communiqué. Ouais. Et vous aussi, effectivement. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Surtout la fin. Surtout la fin, on va en parler, effectivement. Non, j'ai trouvé que c'est très bien, je l'ai dit à Stéphane Kamga ou Johan Zerbi, qui sont avec Nicolas Valade aussi les producteurs. Les producteurs du documentaire. Je pense que Netflix aurait été bien inspiré de faire 2 épisodes. Ah ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu frustré de cet épisode, d'autant qu'elle part de cette une, hein, évidemment, que tout le monde... On va rappeler l'histoire de la Coupe du Monde, c'est évidemment... Voilà, cette une, je vous laisse lire le titre, évidemment, qui est fait le lendemain de la défaite contre le Mexique. Et là, évidemment, tout va partir. Vous, est-ce que vous vous êtes dit tout de suite, quand cette une est sortie, ça va exploser? Vous l'avez tout de suite senti? Là, on voit dans le documentaire, vous dites c'est que 10% de ce qui va arriver. C'est que le début, bien sûr, mais est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez en tant qu'attaché de presse, vous dites ça va exploser, c'est pas possible? Ce qui est dingue, c'est que 16 ans après, vous m'en parlez, malgré le documentaire Netflix, et j'ai pas envie de vous dire que j'ai pas envie d'être avec vous, mais... C'est toujours... bon, bref. C'est pesant pour la question. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je voulais pas le faire. Et puis quand Netflix, là, j'allais laisser personne parler à ma place. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je voulais vos trucs avec le recul. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que ça va être une telle déflagration ou pas? Vous pensez que ça va être grave quand même, c'est ça? Mais au-delà de grave, je comprends qu'on plonge. On plonge, mais je ne suis pas le seul, parce qu'on en a parlé après, des années après, avec d'autres membres du staff de l'équipe de France. On sentait que quelque chose allait se passer. Si ce n'est pas l'altercation entre le sélectionneur et Nicolas Anelka, si ce n'est pas cette une de l'équipe, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous dire qu'il se serait passé autre chose. Et le documentaire, d'ailleurs... Sans doute clashé ailleurs à un autre moment. Le documentaire, avec la découverte pour nous tous du journal intime, son contenu en tout cas, alors ça, on atteste. Ça vous serait passé autre chose. L'existence de ce journal intime, mais surtout le fait que Netflix... Le contenu m'a étonné. Vous saviez qu'il tenait un journal intime, Raymond Domenech, ou... Alors moi, je ne le savais pas, et on m'a rappelé qu'il en avait fait référence dans son livre, sorti en 2012, je crois, 2013. Mais je n'avais aucune idée de son contenu, et des extraits en tout cas qu'on découvre. Et du coup, ça vous étonne, parce que Raymond Domenech s'est dit trahi
par Netflix, il ne devait pas publier ça. On donne son journal intime à des producteurs, à des journalistes qui font un documentaire. On le vend. On le vend, pardon. Ouais. Et là, vous dites, ils ne vont pas s'en servir. C'est une blague ou quoi? Il continue de se fiche de nous, Raymond Domenech, à votre avis? Du public, en tout cas. Là, vous parlez de communiqué le lendemain de la. Oui, c'est ça, absolument. Sortie, Oui, absolument. tonitruante, Où il s'est dit documentaire. blessé au plus profond de lui que Netflix ait utilisé ça, ce journal intime qu'il leur a vendu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça le regarde lui et sa sensibilité, je peux comprendre. Après, j'aurais trouvé, comme c'est quelqu'un de sensé, parfois, j'aurais trouvé assez juste en tout cas qu'il ait un mot pour les parents qui, eux, ont vraiment des enfants autistes. Et en tout cas, il a eu un petit mot pour vous à la fin du documentaire. Il vous qualifie de bâtard quand il apprend que vous avez gardé la lettre, justement, cette lettre qui consistait à Les dire joueurs, que le joueur absolument, allait qu'il faire- a lu lui-même d'ailleurs, Voilà. effectivement. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette petite insulte, on peut le dire comme ça? C'est peut-être amical, je sais pas, mais Pour moi, ça vaut, dans sa bouche, ça vaut décoration. à ce point-là. Oui, Vous avez je le noté sur connais votre parce que CV? je sais très très bien. En fait, ce qui se dit à ce moment-là, c'est qu'il estime que je suis tellement con que c'est pas normal que ce soit quelqu'un d'aussi abruti que moi qui ait eu la présence Non, vous d'esprit n'êtes pas con. de garder la lettre, cette récupérer la lettre. Il aurait tellement voulu, finalement, après coup... À la garder lui, vous récupérer. pensez? Ah oui, Ah oui, ouais, on ouais. voit sa réaction. Mais je Ouais, le profite- bâtard, c'est genre, j'aurais aimé l'avoir merde, moi, quoi. c'est lui. Ouais. Il est Mais envieux. j'en profite pour aussi, sans spoiler le documentaire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est que à aucun moment, nous, on l'insulte, Non. malgré le tort qu'il a d'accord. pu nous causer aussi. Ouais. Alors que abruti, connard, autiste léger, con et bâtard, c'est un florilège pour nous. Ouais. Absolument. On arrive déjà au bout. Merci d'avoir été avec nous, François Bayrou. Je rappelle que vous êtes dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio à 20h. Vous pouvez écouter l'émission, elle est vraiment super. Et moi, j'aime beaucoup les pas de côté que vous faites. Évidemment, vous pouvez aller revoir le documentaire Le Bus, les Bleus en grève sur Netflix, sur l'affaire Nice. On vous souhaite une belle continuation, belle fin de Merci. Coupe du Monde. Bonne Damien Coupe sera du dès demain, nous, Bah oui. avec Bruce Toussaint pour ouais. terminer la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.